Je m'adresse à vous aujourd'hui en tant que chercheuse spécialisée dans le domaine du Covid long pour partager un constat scientifique clair, mais aussi pour souligner un enjeu majeur de santé publique qui appelle à une réponse politique structurée. Depuis l'émergence de la pandémie de Covid-19, l'attention s'est, à juste titre, concentrée sur la phase aiguë de l'infection. Mais pour 5 à 10 d'entre eux, la maladie ne s'arrête pas là. Des mois, parfois des années après l'infection, certains présentent encore des symptômes sévères et invalidants. De nombreux patients vivent avec le Covid long depuis 2020. Le Covid long constitue aujourd'hui une réalité clinique durable avec des conséquences importantes, non seulement pour les patients, mais également pour nos systèmes de santé et notre société. Selon un rapport récent de l'OCDE, le coût direct et indirect du Covid long pourrait atteindre environ 114 milliards d'euros par an au cours de la prochaine décennie. Sur le plan scientifique, les connaissances ont fortement progressé. Une littérature abondante met en évidence des anomalies objectives et mesurables dans l'organisme des patients. Ces travaux convergent vers un point essentiel. Il existe aujourd'hui des éléments solides indiquant une base biologique aux symptômes rapportés par les patients. Le Covid long est probablement une seule maladie, mais qui s'exprime par un ensemble de mécanismes. 4 grandes pistes se dégagent aujourd'hui et sont étudiées mondialement. Le virus qui persiste dans l'organisme, un système immunitaire qui se dérègle, des atteintes des organes et des troubles de la circulation sanguine. D'abord, certaines recherches suggèrent que le virus ne disparaît pas complètement après l'infection. Des fragments du virus, protéines, matériel génétique ou même le virus complet, ont été retrouvés dans différents tissus, comme les poumons, le système nerveux, les intestins ou encore le sang, plusieurs mois après l'infection. Même s'il ne s'agit pas toujours d'un virus actif, ces traces peuvent entretenir une inflammation durable et perturber le fonctionnement normal de l'organisme. Ce phénomène est renforcé par des études chez l'animal qui montrent une persistance du virus dans certains organes, notamment le cerveau ou les poumons. Ce type de persistance n'est pas inédit et a déjà été observé avec d'autres virus, tels que le virus Ebola ou le virus Epstein-Barr qui cause la mononucléose. Ensuite, le système immunitaire peut se dérégler. Normalement, il nous protège contre les infections, mais dans certains cas, il peut se tromper de cible et attaquer notre propre organisme. On parle alors de maladies auto-immunes. Chez certains patients Covid long, on observe des auto-anticorps, c'est-à-dire des anticorps qui, au lieu de défendre le corps, l'attaquent. Ces auto-anticorps peuvent cibler notamment le système nerveux et le système cardiovasculaire, entre autres, ce qui pourrait expliquer une partie des symptômes, sachant qu'environ 30% des patients Covid long souffrent de troubles cognitifs et 15% de troubles cardiovasculaires. Des études récentes, notamment aux États-Unis et en Italie, montrent que des traitements qui agissent sur le système immunitaire peuvent, chez certains patients, soulager des symptômes neurologiques et douloureux. De plus, plusieurs études internationales, États-Unis, Pays-Bas, Angleterre, ainsi que nos propres travaux à l'Université de Namur, montrent que ces anticorps peuvent jouer un rôle direct dans les symptômes douloureux. En effet, lorsqu'ils sont transférés à des modèles animaux, ils provoquent des douleurs similaires à celles décrites par les patients. Notre équipe a également montré que les anticorps des patients ciblent les neurones sensoriels localisés le long de la moelle épinière. Ces neurones sont impliqués dans la perception de la douleur. Ces résultats sont cohérents avec l'observation clinique. Environ 10% des patients Covid long souffrent de douleurs persistantes, qu'elles soient musculaires, articulaires ou sous forme de sensations de brûlure. Néanmoins, il reste essentiel d'identifier précisément les cibles de ces auto-anticorps afin de développer des biomarqueurs fiables et proposer des traitements adaptés. Enfin, des anomalies de la circulation sanguine ont également été observées. Le virus peut endommager la paroi des vaisseaux sanguins et perturber le processus de coagulation, favorisant la formation de microcaillots. Ces petits caillots peuvent perturber l'irrigation des organes, y compris le cerveau, et contribuer à certains symptômes, notamment les troubles cognitifs. Malgré ces avancées, une réalité demeure. Nous savons qu'un processus pathologique est en jeu, mais nous ne comprenons pas encore précisément ces mécanismes ni pourquoi ils diffèrent d'un individu à l'autre. C'est précisément là que réside un enjeu central pour l'action publique. Le Covid long correspond vraisemblablement à une maladie hétérogène avec une grande diversité de manifestations cliniques. À ce jour, plus de 200 symptômes ont été décrits, parmi lesquels la fatigue sévère, les troubles du système nerveux autonome, les atteintes neurologiques, respiratoires ou encore cardiaques, pour ne citer qu'eux.
Cette hétérogénéité rend la prise en charge particulièrement complexe et souligne les limites des approches uniformes. Traiter tous les patients de manière identique revient à ignorer cette hétérogénéité sous-jacente. Dans ce contexte, investir dans la recherche préclinique apparaît comme une nécessité stratégique. Nous devons comprendre les mécanismes, identifier les marqueurs biologiques fiables et pouvoir adapter les traitements aux différents profils de patients. Il est essentiel de le souligner. Le financement de la recherche clinique, bien que nécessaire, est insuffisant en l'absence d'un investissement parallèle dans la recherche fondamentale. Sans compréhension des mécanismes sous-jacents, les perspectives de médecine personnalisée resteront limitées et les systèmes de santé continueront à agir sans outils adaptés. Il faut donc financer et structurer la recherche nationale, tant sur le plan clinique que préclinique. Par ailleurs, les retombées de ces recherches dépassent largement le cadre du Covid long. Elles offrent une opportunité unique d'améliorer la compréhension des syndromes post-infectieux dans leur ensemble. Le Covid long n'est pas un cas isolé, mais un révélateur. Investir aujourd'hui, c'est aussi combler un retard accumulé dans la compréhension de nombreuses maladies apparentées. Au-delà de la question du financement, la structuration de la recherche constitue un levier stratégique majeur. Le développement de biobanques associant données cliniques et échantillons biologiques permettra d'accélérer significativement les découvertes. De même, la mise en place de réseaux coordonnés entre chercheurs, cliniciens, acteurs industriels et patients est essentielle pour favoriser le partage des connaissances et assurer une translation rapide des avancées scientifiques vers la pratique clinique. Cette approche intégrée est déjà mise en œuvre dans des initiatives de grande envergure, comme le programme Recover aux États-Unis ou le programme Stimulate ICP au Royaume-Uni. Un autre enjeu central concerne la communication. Une meilleure sensibilisation du grand public est nécessaire afin de renforcer la reconnaissance des patients et de déconstruire les préjugés persistants. Parallèlement, une diffusion des connaissances auprès du corps médical est indispensable. Elle permettra non seulement d'améliorer la qualité de la prise en charge, mais aussi de réduire les biais et les incompréhensions auxquels ces patients sont souvent confrontés. Enfin, il est nécessaire de faire évoluer nos modèles de soins. Le Covid long étant une maladie systémique, elle nécessite une prise en charge coordonnée et multidisciplinaire. Des initiatives développées notamment au Royaume-Uni avec les centres NHS et au Luxembourg avec REA Clinique démontrent l'intérêt de centres dédiés capables d'offrir un parcours de soins structuré, lisible et adapté aux besoins des patients. Au-delà de ces considérations scientifiques et organisationnelles, la question de la reconnaissance est fondamentale. Malgré les avancées, de nombreux patients restent confrontés à une forme d'invisibilisation de leur maladie. Dans les cas les plus graves, cette absence de reconnaissance peut conduire à des situations dramatiques, illustrant la détresse profonde de certains patients face à une impasse thérapeutique. Ce type de situation illustre la réalité vécue par certains patients et souligne l'urgence d'une reconnaissance claire et structurée de cette pathologie. Dans ce contexte, la reconnaissance du Covid long comme maladie professionnelle constitue une avancée importante, mais insuffisante. Au regard des données scientifiques actuelles et de l'impact réel sur la vie des patients, il apparaît indispensable d'aller plus loin. Il est aujourd'hui impératif de reconnaître officiellement le Covid long comme une maladie chronique invalidante. En conclusion, le Covid long nous confronte à un double défi, scientifique et organisationnel. Les connaissances actuelles constituent une base solide, mais elles doivent désormais être consolidées, approfondies et mieux coordonnées. Cela implique un engagement politique clair en faveur du financement de la recherche, de la structuration des efforts scientifiques et de l'amélioration des parcours de soins. Répondre à ce défi ne consiste pas uniquement à traiter une conséquence de la pandémie de Covid-19. Il s'agit également d'une opportunité de transformer durablement notre approche des maladies post-infectieuses, au bénéfice des patients actuels et futurs. Ne pas agir aujourd'hui, c'est prendre le risque de laisser s'installer durablement une crise sanitaire silencieuse. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour votre contribution. Nous passons immédiatement à l'orateur suivant. Il s'agit de Monsieur Marc Jamou. Il est médecin à l'UCL et spécialiste du traitement de l'information. Monsieur Jamou, c'est à vous. Merci beaucoup. Ça marche? Bon. Oui, je suis médecin généraliste à Charleroi. Je suis médecin généraliste à Charleroi et je suis chercheur en médecine générale. Et
Voilà. J'ai 52 ans de pratique et à la 48e année, j'ai été confronté à des situations tout à fait improbables où je voyais mes patients se transformer, ne plus être eux-mêmes, perdre leur énergie, perdre leur motivation. Et devant ces consultations qui se renouvelaient chez des gens que je connaissais depuis tellement longtemps, je me suis posé des questions sur les conséquences du Covid. On commençait à en parler. J'ai recouru à ce qui est essentiel dans une vie de scientifique, c'est la bibliographie. Et je me suis rendu compte que, on peut passer ça, hein, oui. Je me suis rendu compte que, c'est moi qui fais passer, bon, que les patients, oui, c'est correct. On peut mettre en grand écran, quoi. Est-ce qu'on ne sait pas mettre, on ne sait pas? On ne sait pas, d'accord. Euh, je me suis rendu compte que les patients avaient une vie complètement changée. Comme je suis aussi terminologue, je me suis attaché à développer la médecine narrative et recueillir ce que mes patients disaient de quelque chose qui me paraissait nouveau. Et ceci est le sac de mots des 34 premiers patients qui se sont présentés à ma consultation en 2021. Et vous découvrez avec effroi que ces gens disent tous la même chose. Ils ont perdu la mémoire, ils ont perdu leur capacité de travailler, et ils sont fatigués, ils ont des troubles très bizarres, tous les mêmes. Et c'est très curieux pour un médecin de voir ça. Je suis spécialiste en classification aussi, mais ça ne rentre dans aucune classification. Et donc, je me suis attaché à collecter l'information chez ces patients. Et j'ai écrit à ce moment-là un petit texte que je vous lis. Tous les patients atteints de long Covid partagent une caractéristique commune, la perte. Pas toujours toutes les pertes en même temps, mais la perte. Perte de compétences, perte d'énergie, perte de mémoire, perte du mot, perte de l'équilibre, perte du goût, de l'odorat, de la régulation automatique des systèmes de contrôle du corps, perte du sommeil, perte du travail, perte de la relation sociale, de libido, de couple, de relation avec les enfants, perte de leur moi profond et perte de confiance dans la médecine. Je n'aimerais pas que ça vous arrive. Une patiente, institutrice passionnée de son métier, a demandé à pouvoir être reconnue comme handicapée pour pouvoir aller travailler, parce que comme ça, elle avait une plaque handicapée. Elle voulait quand même, malgré le long Covid, aller enseigner les petits-enfants. Au SPF, on lui a refusé la plaque. Il m'a fallu 2 ans de bagarre pour arriver à la faire reconnaître. La planche de bain me permettrait de prendre ma douche assise et donc de moins me fatiguer. Pour l'instant, les jours où je vais travailler en matinée, je ne me lave pas les matins, car sinon je suis trop fatigué pour aller travailler. Je ne me lave pas les jours où je travaille. Les autres jours, je prends un bain comme ça. Je peux me laver tout en restant couché ou assise. Quand vous recevez ça en consultation, même après toutes ces années, ça vous traumatise. Ça, c'est pas possible à lire, je suis désolé, c'est un mail d'une patiente qui me parle de la même chose. Et je voulais vous montrer l'application de nouvelles techniques terminologiques, bien sûr en intelligence artificielle, qui font remonter le syndrome directement à la surface, le médicalisent en quelque sorte, et lui donnent un air médical, puisque ce qu'elle dit dans son texte, cette dame, c'est fatigue, fatigue à l'effort, sensation de brûlure, dysesthésie, trouble de la mémoire, difficulté d'élocution, difficulté de se déplacer, douleur à la main, perte de cheveux, douleur thoracique. Enfin, ça n'a aucun sens avec la médecine habituelle. Vous ne pouvez pas faire rentrer ça dans la médecine habituelle. Et donc, les patients deviennent les experts de la maladie. Mais il faut savoir les écouter. Et les plus douloureux, comment est-ce qu'on fait? C'est ça, c'est les enfants. Pour le moment, j'ai 30 enfants qui n'avaient pas 20 ans
quand ils ont été touchés par le Covid long, par le Covid, et puis ils ont développé le Covid long. Et j'en ai 10 de moins de 10 ans quand ils sont tombés malades. Et je note ce qu'ils disent. Je veux aller à l'école, mais mon corps ne le permet pas. Je me réveille déjà fatigué. Quand j'essaye de courir un peu, j'ai mal partout et je dois aller dormir. C'est un enfant de 12 ans. Avant, je dansais 3 fois par semaine. Maintenant, le simple fait de me lever, de me laver les cheveux, me prend toute la matinée. Elle a 13 ans. Et les parents sont traumatisés. Il a changé, il ne joue plus avec ses amis, il reste dans sa chambre, il ne veut plus sortir. Ça arrive quand on a 16 ans, pas quand on a 10 ans. Il me dit qu'il a mal au ventre, mal à la tête, qu'il entend des bruits étranges dans sa tête. Celui-là, un psychiatre a voulu l'hospitaliser en psychiatrie. C'est absolument dramatique parce que, comme l'a expliqué Margot, le virus du Covid est un virus neurotrope qui s'attaque à l'encéphale, qui fait en sorte que vos neurones ne travaillent plus correctement, que vous perdez la mémoire, que vous perdez la mémoire des mots, comme moi, mais moi j'ai 80 ans, hein, mais à 10 ans, perdre la mémoire des mots, ou ne plus savoir que 1 plus 1 fait 3, il me le disait en pleurant, le petit. Vous voyez, alors, j'écris ce que je fais, j'ai publié ce que je fais sur le site universitaire Orbi, puisque j'étais doctorant là-bas, et puis, les gens sont venus, et j'ai cherché des alliés. Vous ne voyez pas très clair là-bas, mais vous vous approchez de l'écran, vous verrez. Ben voilà, c'est une alliée ici. Elle se trouve où est-ce que tu es là-dedans? Au-dessus, en haut à gauche, neurobiologie à l'université de Namur. Parce que quand vous êtes médecin, vous demandez un test pour diminuer votre incertitude. Si vous pensez que peut-être ce patient-là a telle maladie, vous demandez telle image et vous diminuez votre incertitude. Notre métier, c'est l'incertitude. Eh bien, ici, rien, aucune analyse ne permet de diminuer l'incertitude du long Covid. Aucune imagerie. Rien, il n'y a rien qui marche. Et donc, pour les spécialistes, ces gens n'ont rien. Et moi, je me suis dit, ça n'est pas possible que j'ai autant de gens qui aient la même chose et que je ne trouve rien. Donc, c'est ma médecine qui n'est pas bonne. Alors, je suis remonté à la source, là où se fabrique la science. Et j'ai eu l'occasion extraordinaire de rencontrer Johann van Weyenberg à la KUL. Alors, Johann van Weyenberg est un transcriptomicien. Ce n'est pas une bande dessinée, c'est l'étude des ARN. L'ADN qui se transforme en ARN, qui va donner un ordre à l'usine de protéines, qui va donner, pour finir, un anticorps. Eh bien, Johann étudie les ARN. Et dans son équipe, il y a une scientifique à Necker, à Paris, qui étudie les ADN. Il y a un collègue en Suède, au Brodin Lab, qui étudie les anticorps de façon plus approfondie. Il y avait Charles et Margot. Et ainsi, j'ai pu constituer un panel de scientifiques qui se sont intéressés au sang de mes patients. C'est incroyable le nombre de scientifiques qui s'intéressent au long Covid et le peu de médecins qui s'y intéressent. C'est vraiment inversement proportionnel. Et on a fait une belle découverte avec Johann van Weyenberg, puisque on a montré en 2023, et c'était publié dans le Lancet en 24, ce que Margot a dit, que dans le sang des patients long Covid restent des ARN qui ne peuvent être là que si le virus est vivant. Et donc, j'avais de quoi diminuer mon incertitude. Ça s'appelle l'approche multi-omique. Et c'est de ça dont Margot parlait à l'instant, qui est une science qui va révolutionner toute la médecine et que le long Covid nous donne l'opportunité d'approfondir et de ne pas être en retard dans la découverte et dans les découvertes. À côté de ça, il y a l'imagerie. Alors moi, j'ai un chapeau plat de généraliste, il m'était interdit de prescrire un PET scan pour voir le cerveau. J'ai écumé la bibliographie, je me suis rendu compte qu'un vieil examen, un scintigraphie au technétium, pouvait me donner de l'information sur la perfusion du cerveau. Et j'ai maintenant plus de 120 examens positifs
de troubles de la perfusion cérébrale. Ça veut dire, si vous avez un trouble de la perfusion cérébrale, le sang n'arrive pas bien à votre cerveau. Et donc l'oxygène non plus. Et donc vous ne savez plus réfléchir. Et puis j'ai eu l'aide d'un type extraordinaire à Amiens, un professeur de neuroimagerie qui fait des trucs qu'on ne fait pas en Belgique, une spectroscopie par résonance magnétique. Une résonance magnétique qui dure 1 heure, c'est remboursé en Belgique, pas en France, pas en Belgique, et ça mesure les variations de produits chimiques dans le cerveau pendant 1 heure. Et c'est tout à fait caractéristique dans le long Covid. Donc la certitude que le cerveau est touché, elle est atteinte. Donc je peux dire le long Covid est une maladie neurotrope. À côté de ces sciences qu'on disait dures quand j'étais jeune, qui sont des sciences biomathématiques et statistiques, il y a l'anthropologie. Et en anthropologie, j'ai maintenant l'aide de Philippe Donnels, qui est doctorant chez le professeur euh, Olivier Servet à l'UCL. Et j'ai conservé des enregistrements de patients réalisés par une de mes étudiantes en médecine générale en 2021, et nous revoyons les mêmes patients maintenant, et nous allons avoir une vision anthropologique de l'évolution de leur vie pendant 6 ans. Vous voyez, cette recherche multi-azimut correspond assez bien au terme de syndémie qui est utilisé par mes collègues de l'UCL et d'autres universités dans le récent livre qu'ils ont fait. Il y a le docteur Rentier, qui est l'ancien recteur de l'ULB, qui a dirigé cette étude. Et je dirais que ben voilà, je fais de la médecine syndémique, si vous voulez, c'est un nouveau terme. Il reste le management des données, parce que ce sont des données personnelles de santé. Actuellement, je ne suis pas du tout RGPD compliant parce que je travaille avec Google Docs, parce que j'ai pas d'argent. Jamais personne n'a voulu subventionner ma recherche. Et donc, je suis obligé d'anonymiser moi-même, de passer dans de l'IA en anonymisant avant, enfin des choses qui ne sont pas acceptables, mais bon, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, et de toute façon, mes patients sont d'accord. Et qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne ça. Et ça, c'est terriblement impressionnant. Cette carte de Belgique est due à mon fils, qui est ingénieur, qui est data engineer. Ce sont seulement les codes postaux de mes patients. C'est complètement anormal. En rouge, ce sont mes patients à moi. Comme je suis là depuis 50 ans, il y en a qui ont déménagé. Vous voyez? Il y en a à Bruxelles. Mais en bleu, ce sont les patients de mes collègues qui sont venus partout en Belgique pour me dire, docteur, je suis malade, qu'est-ce que c'est? Et ça dure depuis que 5 ans. Mais c'est invraisemblable. Comment est-ce que c'est possible que ces gens doivent faire autant de kilomètres pour venir voir un docteur qui leur a dit simplement, mais vous êtes l'expert de cette maladie, c'est une nouvelle maladie. Ah oui, mais personne ne la voit, ils ont tous dit que c'était un burn-out. Hein? C'est ça, la réalité de notre système de santé. Notre système de santé n'est pas capable, n'a pas la résilience nécessaire pour voir une nouvelle maladie. J'espère qu'il n'y en aura pas une autre, hein, parce que ce que moi je vois, c'est grave. Et tous ces gens ont le sentiment extrêmement profond d'être abandonnés. Alors c'est qui? Je les ai vus en particulier, ici les voici en statistique. C'est la distribution par âge et par sexe de ma patientèle actuelle long Covid. Donc c'est très très récent, décembre 21. Vous voyez, il y a 382 patients, il y a à peu près 30 enfants, et le reste sont des adultes, mais vous voyez bien que les 10-30 ans sont incapables d'apprendre. Pratiquement plus aucun de ces enfants ne peut aller à l'école. Et les 25-60 viennent gonfler les statistiques des gens qui ne travaillent pas et qu'on voudrait remettre au travail. Alors ce qui est assez fascinant, et vous le verrez tout à l'heure, c'est que les gens qui ne travaillent pas sont le plus souvent des gens à haut potentiel cognitif, des professions de haut niveau. Ça, c'est pour faire la nique aux psychiatres qui disent que c'est dans la tête. C'est la courbe de contamination des patients long Covid
par le Covid aigu. Et vous voyez que ça suit parfaitement les différents variants. Vous avez d'abord le Wuhan, et puis l'Omicron, et puis les autres. Et chaque point représente les patients qui ont été malades ce mois-là et qui forment maintenant ma cohorte de long Covid, pour vous dire que c'est une maladie qu'on attrape et qui n'est pas un résultat d'un processus psychique. Et ça, c'est ma contribution comme chercheur et comme clinicien. En analysant les interviews de mes patients avec une méthode spécifique, je peux donner une valeur à chacun de leurs symptômes. Et ça, c'est la distribution des symptômes. Phénotype, c'est le nouveau mot pour dire symptômes. Chez 215 patients, vous voyez que 70% des troubles de la mémoire, presque 60% fatigue, céphalée et puis ça suit, aphasie, diminution de la capacité de concentration, dyspnée, troubles cognitifs, myalgie. Autrement dit, c'est la distribution des mêmes symptômes chez un ensemble de patients que sont ma cohorte. Mais maintenant, j'ai des datas sur 450. Alors, ce qui concerne terriblement un pouvoir politique, c'est la répercussion économique. J'ai des réponses aux questionnaires enregistrés informatiquement pour 254 patients. Et vous voyez que la distribution des professions touchées est proportionnelle à l'intensité de l'utilisation cognitive dans leur profession. Je crois que j'ai 11 médecins, 3 avocats, une brochette d'ingénieurs, 4 architectes, une brochette d'informaticiens, alors des infirmières, des kinés, n'en parlons pas, des enseignants, des éducateurs, des responsables de ressources humaines, des comptables, des PDG, des managers. J'ai des scientifiques de très haut niveau. Tous leur cerveau a arrêté de fonctionner. Et vous en êtes à vous dire que vous allez faire un rapport en septembre. En septembre. Au Luxembourg, ils avaient constitué une cohorte de cas de Covid aigu, une biobanque, pour pouvoir suivre scientifiquement. En 21, ils se sont aperçus qu'ils avaient trop de personnes qui étaient encore malades. Depuis 21, ils ont concentré tous les patients long Covid sur une seule clinique, comme l'a dit Margot. Ils ont maintenant 1750 patients. Ils viennent d'ouvrir un service spécialisé pour les enfants et ils viennent d'ouvrir un service spécialisé pour aide à domicile. Je crois que j'en suis à ma 5e demande d'euthanasie pour long Covid. Et vous allez remettre un rapport en septembre. Je pense que aider les gens est fondamental. Et cette association en Wallonie, elle aide les gens. Évidemment, ils ont été un peu surpris quand je les ai contactés, mais leur job, c'est d'aider les cérébrolésés. Et quand vous avez une encéphalite, vous êtes cérébrolésé. Ils ont accepté de mettre leurs assistants sociaux au service de mes patients. Et ils les accompagnent partout. Ils les accompagnent chez le médecin complet. Ils les accompagnent au SPF. Ils les accompagnent partout. Ils viennent chez moi avec. Ils sont complètement débordés et ils sont subsidiés par la VIC et ils n'ont que 5 assistants sociaux. Avec combien de patients? L'autre branche qui est extrêmement importante puisque ce sont les patients les experts de cette maladie. Et donc, l'association de patients est fondamentale dans l'organisation de la prise en charge des patients. Et supporter l'association de patients est tout à fait indispensable. J'arrive à la fin de mon exposé, mais je voudrais vous dire que notre hypothèse de recherche, qui est presque prouvée, c'est que le Covid long est une maladie virale, chronique, sévèrement invalidante, fluctuante, neurotrope et multisystémique, parce que le virus, il se met partout.
En termes de santé publique, son impact est comparable à celui de la sclérose en plaques. Et je sais de quoi je parle, quelqu'un dans ma famille est touché. Alors, il y a des choses à faire. Je vous ai mis un peu de Jérôme Bosch, qui vogue sur la mer de l'indifférence belge, avec un bateau sans voile. Il y en a un qui rame encore, probablement un soignant, et l'autre, c'est un patient long Covid qui n'y croit plus. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans une maladie pareille? Eh bien, d'abord, il faut prendre soin. Et pour prendre soin, il faut savoir que le long Covid est une maladie grave, que les victimes doivent être secourues par des médecins compétents, et ils ne le sont pas en Belgique, et particulièrement les enfants, et qu'une aide sociale et économique est indispensable. Il faut aussi être scientifique. Il faut fermer les médecins. Il n'y a pas de formation. C'est quand même incroyable. Ça fait 5 ans qu'il y a une nouvelle maladie. Il n'y a pas une seule formation. Il faut instruire les experts légaux. C'est scandaleux ce qui se passe au service public fédéral, direction générale des handicapés. Je refais des rapports avec 12 points sur 18. Systématiquement, les gens sont renvoyés. On leur dit, vous n'avez rien. Ils arrivent chez moi en pleurant. Ils ne me croient pas. Ces experts ne sont pas des experts. Ils ne connaissent rien du tout. Excusez-moi, mais des fois, je suis en colère. Il faut informer les patients. Il faut qu'ils sachent. Il faut prendre du temps. Une consultation, ça me prend 1h30. Ce n'est pas des consultations à 10 minutes qu'il faut. Il faut soutenir les médecins dans leur effort. Et surtout, il faut stimuler la recherche. On ne fera rien sans la multiomique. On ne fera rien sans Margot. On ne fera rien sans l'imagerie de pointe. On ne fera rien sans la résonance magnétique nucléaire. On ne fera rien sans les biostatistiques et l'informatique. C'est une chance d'avoir cette opportunité de développer de nouveau un secteur entier de la connaissance. Et enfin, puisque vous êtes politique, je dirais qu'il faut être politique. Moi, je ne suis pas politique, je suis seulement un membre de la société. Je pense que j'ai lu quelque chose qui était important dans ma vie, que gouverner, c'est prévoir. Et donc, je vous demanderai de budgétiser vite et d'officialiser vite. Parce que les patients, eux, ils n'attendront pas. Peut-être que le long Covid n'est pas une maladie mortelle, mais c'est une maladie qui est socialement mortelle. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Jamou. Et nous pouvons maintenant passer à notre dernière intervenante d'aujourd'hui. Il s'agit de Madame Sarah Morels de Ciansano. Madame Morels. Merci beaucoup pour l'invitation. Je travaille... Ah oui, j'attends encore un instant les diapositives, excusez-moi. Peut-être si vous vous mettez en mode diaporama. Ah, ce n'est pas possible. D'accord, alors c'est parfait. Je travaille déjà depuis plus de 15 ans comme chercheuse chez Ciansano. Et depuis 2 ans et demi, je fais aussi un doctorat concernant le Covid long en Belgique. Par ailleurs, je suis la représentante belge auprès d'un réseau européen d'experts concernant le Covid long et je représente aussi Ciansano dans les réunions du groupe de travail transversal de l'INAMI concernant le trajet de soins post-Covid-19. Aujourd'hui, je vais vous présenter un bref aperçu des études récentes menées par Ciansano concernant le Covid long. Concrètement, il s'agit de l'enquête de santé réalisée en 2023 à 2024. De plus, nous avons eu au printemps 2024 la dernière enquête de l'étude Covid Impact. Nous avons également l'étude Paris de 2022 à 2023 et une enquête a été menée en 2022 et 2025 auprès de tous les médecins généralistes belges sur la prise en charge et le suivi des patients atteints de Covid long. Il est important de préciser que les sources de nos études reposent toujours sur l'autodéclaration. Cela signifie que les personnes qui participent à nos études indiquent toujours, sur la base d'une explication claire, qu'elles souffrent de Covid long.
ou ne disposons donc pas d'informations issues des dossiers médicaux de ces personnes. Le Covid long est une maladie multisystémique complexe qui présente un large éventail de symptômes. Ceux-ci peuvent être neurologiques, cardiovasculaires, respiratoires, hormonaux, etc. Et le Covid long est l'un des syndromes infectieux post-aigus. Une étude européenne récente a montré que dans divers pays européens, tout comme en Belgique, différentes définitions du Covid long sont utilisées dans la pratique clinique. Il y a donc un besoin évident en Belgique d'une définition standardisée unique pour le Covid long. Ceci afin d'une part d'améliorer les soins cliniques et d'autre part de stimuler la comparaison et la collaboration internationale. Si l'on regarde la prévalence du Covid long en Belgique, on constate que 4 à 6% de la population belge présente, après une infection au Covid-19, des symptômes persistants qui durent plusieurs mois. De plus, il s'avère également que la prévalence du Covid long est plus élevée chez les femmes et qu'il existe aussi des différences marquées entre les groupes d'âge. On voit clairement que la tranche d'âge des 45 à 54 ans présente une prévalence plus élevée d'environ 7%, alors que la tranche d'âge des 15 à 24 ans et les plus de 75 ans ont une prévalence d'environ 2%. Sur la base de cette prévalence, nous pouvons estimer le nombre de personnes atteintes de Covid long en Belgique. Concrètement, nous estimons que plus de 330 à 400 000 personnes en Belgique souffrent de Covid long. Si l'on fait une estimation des personnes présentant des symptômes graves, c'est-à-dire que les symptômes durent depuis plus d'un an, on arrive à une estimation d'environ 60 000 personnes en Belgique. Par ailleurs, il s'avère aussi que certains facteurs présentent un risque accru de Covid long. Le risque accru de Covid long concerne le fait d'être une femme, d'appartenir à la tranche d'âge des 31 à 54 ans, le fait d'avoir un niveau d'études inférieur, un IMC plus élevé, d'être d'origine non européenne, de souffrir de plusieurs affections chroniques et d'avoir eu des symptômes aigus du Covid-19 modérés ou graves. De plus, notre étude montre que pour 76% des personnes, c'est-à-dire 3 personnes sur 4, il n'y a pas de guérison complète du Covid long. En outre, 1 personne sur 3 indique clairement qu'il n'y a pas ou presque pas de guérison et qu'il y a même souvent une détérioration ou une rechute. Dans nos études, il n'est pas possible de faire une estimation de la prévalence du Covid long chez les enfants, car nos études ne contiennent pas ces chiffres. Dans nos études, il n'est pas possible de faire une estimation de la prévalence du Covid long chez les enfants, car nos études ne contiennent pas ces chiffres. Si l'on examine ensuite les résultats de la dernière enquête de l'étude Covid Impact, on constate que cette étude s'est concentrée sur l'utilisation des soins de santé et l'impact quotidien du Covid long chez les adultes. Concrètement, nous disposons de données sur 1840 personnes qui s'autodéclarent comme souffrant de Covid long. 62% de ces personnes ont cherché une aide médicale, principalement auprès de leur médecin généraliste, et 1 sur 4 a effectivement reçu un diagnostic de Covid long par un professionnel de la santé. De plus, on constate qu'1 de ces personnes sur 3 a reçu un traitement ou des conseils d'un professionnel de la santé pour ses symptômes de Covid long. Il pouvait s'agir de médicaments, de programmes d'exercice ou de conseils sur l'autogestion. 1 personne sur 7 parmi elles indique toutefois que l'accès aux soins de santé en Belgique était insuffisant. 2 sur 5 ont été absentes de l'école ou du travail à cause du Covid long et 1 sur 3 indique que le Covid long a eu un impact financier évident. De plus, dans cette étude, il a également été possible de diviser notre groupe de personnes atteintes de Covid long en différents sous-groupes. Nous avons finalement pu identifier 4 sous-groupes au sein de notre échantillon, sur la base du type de symptômes, de leur durée et de la limitation quotidienne causée par le Covid long. Le premier sous-groupe, ce sont les personnes atteintes de Covid long léger. Ensuite, nous avons 2 groupes avec un Covid long modéré, et ici nous avons fait une distinction selon le type de symptômes. D'une part, nous avons le groupe avec un Covid long modéré présentant des symptômes neurocognitifs et d'autre part, nous avons un groupe avec un Covid long modéré présentant des symptômes respiratoires et musculaires.
Et puis, nous avons un quatrième groupe qui comprend le Covid long grave. Dans notre étude, nous avons constaté des différences claires entre ces 4 sous-groupes, en particulier en ce qui concerne le diagnostic, le recours aux soins de santé et le traitement, ainsi que l'impact du Covid long sur la vie quotidienne. On a clairement vu que le Covid long modéré avec symptômes neurocognitifs, le groupe 2, et la classe de Covid long grave, le groupe 4, étaient plus souvent diagnostiqués avec un Covid long, qu'ils avaient plus de consultations en santé mentale, et pour le groupe avec un Covid long grave, qu'ils avaient également plus de séances chez le kinésithérapeute. De plus, le soutien était également principalement psychocognitif et ces personnes indiquaient qu'elles rencontraient des difficultés financières. En outre, dans toutes les classes de Covid long modéré et grave, l'accès aux soins a été perçu comme insuffisant par ces personnes et elles ont été absentes du travail ou de l'école. Si l'on regarde ensuite les résultats de l'étude Paris, une enquête qui a été menée par OCDE dans différents pays européens, dans laquelle des patients de première ligne ont reçu un questionnaire. Concrètement, il s'agit de patients âgés d'au moins 45 ans et ayant consulté leur médecin généraliste au cours des 6 derniers mois. En Belgique, 4687 personnes ont finalement participé à cette enquête et la moitié d'entre elles ont répondu oui à la question de savoir si elles avaient eu une infection au Covid-19. Sur la base de cette étude, nous avons pu mener des recherches sur les résultats de santé et l'expérience de soins des adultes atteints de Covid long. Il en ressort que 605 personnes ont indiqué présenter des symptômes de Covid long au moins 2 mois après l'infection aiguë au Covid-19. Cela signifie qu'une personne sur 4 parmi celles qui ont répondu oui à la question « Avez-vous eu une infection au Covid-19 ?» présentait encore par la suite des symptômes persistants de Covid long. Il s'avère également qu'une personne sur 5 parmi elles présentait des symptômes qui persistaient depuis plus d'1 an. Si l'on examine ensuite les résultats concernant l'état de santé, on constate que si l'on compare le groupe Covid long aux personnes qui n'en souffraient pas, on observe des résultats de santé nettement moins bons sur la santé générale, le bien-être, la santé physique et mentale des personnes atteintes de Covid long. De plus, on constate également que les résultats de santé sont moins bons au début des symptômes, donc dans les 2 ou 3 premiers mois, lors de la présence de symptômes persistants et lorsque les symptômes durent depuis plus d'1 an. Il y a donc clairement un impact majeur du Covid long sur la santé en Belgique. Par ailleurs, si l'on regarde les résultats concernant l'expérience des soins, on ne constate à première vue pas de différence significative entre les personnes qui ont indiqué souffrir de Covid long et celles qui n'en présentaient pas. Il s'avère toutefois que lorsque les personnes présentent des symptômes graves, c'est-à-dire des symptômes qui persistent plus d'1 an après l'infection aiguë, ces personnes indiquent avoir moins confiance dans le système de soins de santé et attribuent également un score plus faible aux soins centrés sur la personne. Ces résultats sont donc conformes aux résultats de la dernière enquête de l'étude Covid Impact, où l'on observe des besoins de soins plus importants, un recours accru aux soins et également des obstacles à l'accès aux soins chez les personnes atteintes de Covid long grave. Par ailleurs, nous avons également mené une étude auprès des professionnels de la santé et plus particulièrement des médecins généralistes en Belgique. Nous avons réalisé cette étude afin de pouvoir analyser les connaissances, les perceptions et les expériences cliniques des médecins généralistes concernant le Covid long. Cette étude a été réalisée en 2022 et à l'été 2025, une étude de suivi a été menée en Belgique. Les principaux résultats de cette étude sont les suivants. Les médecins généralistes signalent clairement un manque de connaissances scientifiques et de matériel d'information concernant tant le diagnostic que le traitement du Covid long. Entre 2022 et 2025, nous ne constatons pas non plus de changement ou d'évolution positive dans ce domaine.
De plus, on constate que la directive qui existe pour les professionnels de la santé en première ligne depuis novembre 2022 n'est connue que par un médecin généraliste sur 4 en Belgique. De même, le trajet de soins post-Covid-19 qui a été lancé en Belgique en juillet 2022 est connu par 60% des médecins généralistes. Et lorsque le médecin généraliste a connaissance de ce trajet de soins, il s'avère également que près de la moitié de ces médecins généralistes y ont déjà inclus des patients atteints de Covid long. De plus, les médecins généralistes indiquent, tant en 2022 qu'en 2025, qu'il est nécessaire que les patients atteints de Covid long soient suivis dans le cadre d'une collaboration multidisciplinaire. Dans la pratique, il s'avère toutefois qu'un patient sur 3 atteint de Covid long bénéficie effectivement de soins multidisciplinaires. Cela signifie donc que pour 41% des patients atteints de Covid long, le médecin généraliste ou un confrère généraliste est le seul prestataire de soins. Et par ailleurs, il s'avère aussi que pour 26% des patients atteints de Covid long, un autre prestataire de soins ou une institution de soins est le seul intervenant. De même, en 2025, 4 médecins généralistes sur 5 indiquent que les patients atteints de Covid long en première ligne en Belgique ne sont pas suivis de manière adéquate. Nos études démontrent donc un impact clairement significatif du Covid long et il est donc nécessaire de sensibiliser au Covid long tant les professionnels de la santé, les patients, mais aussi les employeurs, le monde de l'enseignement et la population dans son ensemble. En ce qui concerne la recherche, il y a un besoin évident d'études longitudinales de population sur le Covid long et d'estimation de la prévalence du Covid long chez les enfants. Des études sur l'impact du Covid long sur le système de soins de santé, prenant en compte les coûts directs et indirects à court et à long terme, sont également indispensables pour la Belgique. De même, une étude sur le coût économique du Covid long est actuellement inexistante en Belgique. Il est donc important d'obtenir des financements supplémentaires pour la recherche sur le Covid long, ceci notamment dans le cadre des syndromes post-infectieux aigus et de la préparation aux futures crises sanitaires. Et de nouvelles études cliniques sont également nécessaires, ceci sur la base des différents sous-groupes identifiés dans nos études. Nous constatons donc dans nos études des lacunes évidentes dans le système actuel de prise en charge des soins de santé en Belgique concernant le Covid long. En ce qui concerne la prise en charge et le traitement, il y a un besoin évident de soins centrés sur le patient, ceci sur mesure pour les différents sous-groupes. L'accessibilité des soins doit être améliorée tant en première qu'en deuxième ligne. De plus, de l'information, des formations et du soutien pour les médecins généralistes et autres professionnels de la santé sont indispensables. Renforcer et élargir la collaboration interdisciplinaire entre les professionnels de la santé est également crucial pour le Covid long. Le partage des connaissances concernant la directive existante et le trajet de soins, ainsi qu'une réévaluation de la directive et du trajet de soins sont nécessaires. De plus, il est important de créer des centres d'expertise pour les patients présentant des symptômes graves et persistants et il est indispensable de développer une directive pour les enfants atteints de Covid long. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Morels. Et nous pouvons maintenant passer à la séance de questions-réponses. Je vois déjà beaucoup de mains se lever. Madame Durcel, vous étiez la première. Vous pouvez donc commencer. Je suggère que tous les intervenants prennent de quoi noter, car par expérience, je peux vous dire qu'il va y avoir pas mal de questions. Madame Durcel, vous pouvez commencer. Merci beaucoup, Madame la Présidente, mais surtout merci à nos 3 invités d'avoir pu nous éclairer en profondeur sur cette thématique. Et je voudrais, dès le départ, commencer par une question. En fait, vous avez rappelé que le Covid long est reconnu comme maladie professionnelle dans certains cas, mais pas comme maladie chronique invalidante. Et je voulais vous demander qu'est-ce qui manque pour qu'elle le soit? Quelles seraient les données indispensables pour cette reconnaissance de maladie chronique invalidante? Alors,
je voulais vous demander aussi, alors ça c'était peut-être en particulier à Sciences Anno, qu'est-ce qu'on peut améliorer en matière de collecte des données? Donc nous, notre proposition de résolution, mais elle s'était basée sur vos rapports, en particulier celui de 2023, mais vous avez expliqué là à l'instant que vous aviez renforcé tout cela, notamment grâce à vos relations avec les médecins généralistes. Et donc, à ce stade, comment est-ce que on peut vous aider aussi, nous comme politiques, pour vous soutenir? Alors, quelles améliorations voyez-vous également pour mieux surveiller et quantifier la prévalence et l'impact socio-économique? Alors, comment ces données peuvent influencer les décisions politiques? Alors, on a vu, Monsieur Jamoul, que vous aviez mis en place un réseau de recherche sur le Covid long. Mais quelle collaboration est-ce que vous recommandez entre chercheurs, cliniciens, autorités de santé pour renforcer ce réseau et pour améliorer l'information sur le Covid long? Alors, comment faciliter la diffusion de l'information scientifique vers les médecins généralistes? Quels outils ou plateformes pourraient améliorer l'accès aux données et aux protocoles de soins? Quelle stratégie proposez-vous pour intégrer les résultats de la recherche dans la pratique clinique quotidienne? Alors, une question qui nous taraude aussi, c'est aujourd'hui, est-ce que les recherches montrent que l'on peut guérir du Covid long, ou est-ce que c'est encore trop tôt pour le dire, ou il y a des chiffres multiples hein, qu'on peut trouver euh, quand on cherche un peu sur Internet, mais malgré tout, où est-ce qu'on en est pour répondre à ce type de questions? Alors, est-ce que d'autres crises sanitaires sont à craindre? Bon, on sait maintenant, on a parlé beaucoup de l'antivirus ces dernières semaines, mais les effets sont, semble-t-il, très divers. Malgré tout, est-ce que vous avez des informations à nous communiquer? Alors, finalement, bon, le médecin généraliste est précieux, il est au cœur euh, finalement pour révéler la situation dans laquelle se trouvent aujourd'hui les malades. Bon, est-il suffisamment armé pour le détecter? On a parlé de formation qui manque. Quel type de formation et à quel stade sous quelle forme est-ce que ce serait le plus utile de les soutenir? Alors, et alors, la recherche scientifique, on en a parlé, mais évidemment, est-elle suffisamment développée actuellement? Comment pouvons-nous soutenir et quel type de développement souhaiter? Et alors, enfin, je voulais vous demander, vous avez certainement lu nos propositions de résolution et comment améliorer les recommandations qui sont proposées, les compléter, les approfondir. Qu'est-ce qui manque en fait qu'on pourrait, parce que vous savez, l'objectif c'est quand même de pouvoir améliorer ce texte et le rendre le plus utile de façon à pouvoir intervenir aux différents niveaux de pouvoir qui ont une compétence dans cette matière. Je vous remercie. Un peu de patience, Monsieur Jamouk. Nous allons d'abord passer en revue toutes les questions de tous les sénateurs. Donc, j'avais vu la main de Madame El-Yousfi aussi, me semble-t-il, et je regarde un peu autour de moi. Qui d'autre? Madame Agalouche, Madame De Salle aussi? Oui, d'accord. Madame El-Yousfi, à Voilà, vous d'abord. merci, Madame la Présidente. En tout cas, merci évidemment à nos experts et expertes pour leur présentation et leurs enseignements. Donc voilà, il y a deux textes présentés aujourd'hui, donc ceux de nos collègues du MR concernant le long Covid général, évidemment au niveau du groupe S. On l'avait vraiment tourné spécifiquement vers le long Covid pédiatrique. Et c'est vrai qu'on entend évidemment pas mal d'éléments ici
au niveau de la réalité, au niveau des enfants, c'est vrai que c'est interpellant et l'importance évidemment de ce volet-là sur lequel reviendra évidemment ma collègue Alouche dans son intervention après moi. Et évidemment, bon, voilà, nous sommes politiques comme le docteur Jamoul l'avait dit et donc évidemment ici, tout en déposant des textes qui s'inspirent évidemment de ce qu'on lit, de ce que les experts mettent, sont une base et ces auditions sont importantes de la façon dont on va pouvoir évidemment améliorer nos textes avec des recommandations pertinentes qui puissent évidemment compléter l'attirail législatif qui pourrait évidemment, comme nous on le souhaite, arriver plus en aide à la fois aux patients mais aussi au monde médical dans la recherche à différents niveaux et pouvoir évidemment répondre aux réalités vécues des différents acteurs de terrain et particulièrement les patients à différents niveaux. Alors, j'aurais quelques questions dirigées vers tous nos experts et ce à différents niveaux. Un, par rapport à la trajectoire de soins. Savoir un petit peu à votre niveau si elle n'est pas trop complexe et si les critères d'inclusion n'excluent-ils pas trop de patients, si on prend notamment au niveau des enfants qui n'ont pas eu de test PCR positif initial. Par rapport justement à l'errance diagnostique, est-ce qu'il existe encore des patients, notamment adolescents, à qui l'on dit que leurs symptômes sont dans la tête ou liés à un simple burn-out? Le docteur Jamoul en avait parlé notamment par rapport à la réalité de patients et de ce dont ils souffrent, qui est évidemment mal compris. Comment peut-on imposer un changement justement de paradigme médical à ce niveau-là, justement, par rapport à ces réalités-là? Et donc, par rapport notamment aux critères actuels de reconnaissance du handicap ou d'incapacité de travail, est-ce qu'ils sont adaptés à la nature fluctuante, notamment par rapport à toutes ces phases de rechute du Covid long? Par rapport à l'accessibilité financière, donc pouvoir savoir qu'est-ce qui reste à charge moyen pour un patient ou une famille avec enfants souffrant du Covid long. Quels soins essentiels ne sont aujourd'hui pas assez ou pas du tout couverts par l'INAMI? Alors, par rapport à l'équité territoriale, est-ce qu'il existe une différence de prise en charge entre la Flandre, la Wallonie et Bruxelles? Et comment garantir que chaque patient adulte et chaque enfant puisse avoir accès au même niveau d'expertise en matière du Covid long, peu importe la région où il vit? Alors, par rapport à Madame Mignolet, savoir un petit peu où on est la recherche justement sur les biomarqueurs du Covid long, sans test biologique de diagnostic, comment pouvons-nous légiférer pour protéger les patients contre un certain scepticisme médical? D'ailleurs, dans nos textes, évidemment, le souhait de soutenir la recherche, le souhait de pouvoir avoir évidemment des données pour mieux objectiver la réalité et pouvoir y répondre sont déjà dans la plupart de nos demandes. Alors, est-ce qu'il existe des particularités moléculaires propres aux enfants dans la persistance du virus, lié évidemment à ce que j'ai entendu tout à l'heure, évidemment, avec le manque de recherche au niveau justement du Covid pédiatrique? Alors, qu'en est-il en fait du financement public de la recherche sur le Covid long? Est-il suffisant pour éviter que des patients ne se tournent vers des cliniques privées coûteuses et ou non régulées à l'étranger? Et Madame Mignolet, tout à l'heure, évidemment, vous avez répondu par la négatif du fait si la Belgique investit assez dans la recherche fondamentale sur les syndromes post-infectieux par rapport à ses voisins européens. J'aimerais bien savoir si vous pouvez nous en dire un peu plus de ce qui se fait au niveau européen par rapport à la Belgique. Et je vous remercie d'avance pour vos réponses. Merci beaucoup. Madame Agalouche, vous pouvez compléter pour votre groupe. Merci Madame la Présidente, merci aux intervenants du jour pour leur compte-rendu très très intéressant. Je pense que les personnes qui vivent avec ces symptômes invalidants et invisibilisés
doit vous être reconnaissant d'être venu ici et de partager votre expertise avec nous, notamment peut-être pour revenir à des éléments tels que des croyances populaires comme voilà, il s'agirait d'une fable, ou alors quelque chose qui m'a très marqué aussi dans votre intervention, c'est les personnes qui sont hospitalisées en psychiatrie parce que tout cela serait dans leur tête. Alors, docteur Jamoul, vous avez parlé de médecine narrative. Vous avez également évoqué le fait que vous étiez posé la question du fait que ce serait votre médecine qui ne serait pas bonne avec tous ces patients qui sont venus vous voir avec ces symptômes, voilà, qu'il était compliqué de pouvoir situer médicalement. On a été très interpellé par la question finalement, c'est un problème de santé publique globale et vous avez insisté sur le rôle du médecin généraliste. Donc, nos questions vont surtout s'orienter dans ce sens-là. Comment renforcer le rôle du médecin généraliste? Vous avez évoqué d'autres éléments comme celui, par exemple, des experts légaux qu'il faudrait également former, mais celui du médecin généraliste est particulièrement présent dans votre compte rendu parce que l'idée, c'est évidemment de réduire l'errance médicale pour le patient, mais aussi d'éviter des examens redondants tout en garantissant un bilan complet. Ensuite, dans notre texte, nous insistons particulièrement sur le Covid long pédiatrique. Et on voulait vous interroger à ce sujet parce que voilà, les études semblent rares concernant le jeune public. N'est-ce pas un frein finalement pour connaître la réelle ampleur de ce phénomène vu qu'il manque une série de données? Enfin, concernant les milieux plus précarisés, ça a été évoqué par d'autres, il semblerait que voilà, c'est un public, on le sait, qui peut avoir des difficultés à naviguer au niveau des ressources médicales existantes. On sait qu'il y a une errance médicale en plus dans le cas du Covid long. Comment est-ce qu'on peut faire pour encore mieux accompagner ce public-là? Et alors, pour revenir au rôle du médecin généraliste, vous avez évoqué le fait qu'il n'y avait rien, absolument rien au niveau des formations de médecine générale voilà, dans la formation. Comment est-ce que ça s'explique? Voilà, on a parlé de changement de paradigme, mais où est la difficulté aujourd'hui pour pouvoir inscrire cela dans un cursus? Ensuite, Madame Morel, j'aimerais davantage vous interroger sur le Covid long chez les mineurs. Quelle est l'estimation la plus fiable aujourd'hui sur la prévalence du Covid long chez les moins de 18 ans? Vous avez évoqué la difficulté d'avoir les chiffres, mais je suppose que vous avez tout de même quelques estimations. Vous avez évoqué également l'absentéisme scolaire. Est-ce que vous disposez de données croisées concernant cet absentéisme et voir dans quelle mesure des dispositifs pourraient être mis en place? Est-ce que aujourd'hui, vous avez des propositions en termes de collecte de données? Ça a été également évoqué par ma collègue. Et enfin, est-ce que le projet de surveillance permet aujourd'hui de distinguer une trajectoire de guérison claire concernant le Covid long? Je terminerai par ce petit mot de conclusion qui a été chez tous les intervenants, qu'il s'agit bien d'un problème de santé publique qui concerne 4 à 6% de la population. Et finalement, investir dans la recherche et dans le suivi et la reconnaissance du Covid long, c'est finalement investir pour un tas de situations post-infectieuses qui pourraient concerner évidemment d'autres virus. J'ai oublié une question très importante qui est celle de la prévalence des femmes. Vous avez cité le chiffre de 68% de femmes, 32% d'hommes. Est-ce qu'il existe une explication par rapport à ce chiffre? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Agalouche. Je me tourne ensuite vers Madame de Salle. Oui, allez-y. Merci Madame la Présidente, merci chers intervenants pour la qualité de votre présentation et surtout pour l'éveil des consciences. Alors d'emblée, moi je vous dirais que en tout cas, je remercie mes collègues pour la proposition de résolution que nous soutiendrons. Alors, beaucoup de questions ont déjà été posées hein, grâce à vos interventions. Eh bien, effectivement, ce qui est mis en exergue ici, c'est le fait de... J'ai éteint le micro. On a besoin de comprendre une grande diversité clinique complexe, adapter les traitements, des traitements individualisés.
J'entends aussi qu'il faille reconnaître cette maladie chronique invalidante. J'entends aussi la perte de confiance en la médecine. J'entends aussi que les patients deviennent eux-mêmes experts de la maladie. Et je me posais la question de savoir si, à l'avenir, on allait peut-être avoir aussi des experts qui pourraient venir ici témoigner de leur vécu. Et tout ça pour vous dire que faire? Oui, vous avez parlé d'aide sociale, de former les médecins, hein, un manque de considération cruciale des patients, des médecins. J'entends qu'il faut stimuler la recherche et bien évidemment, on a besoin d'un budget assez rapidement. Vous l'avez dit, une maladie qui est socialement mortelle. Je partage vos sentiments et nous, bien, nous ne manquerons pas d'apporter nos remarques constructives afin de nourrir ce texte et de l'améliorer. Et puis, vous l'avez dit tout à l'heure, l'idée, c'est vraiment de pouvoir porter ce texte à différents niveaux de pouvoir. J'ai juste une petite question en plus de mes collègues qui était déjà très, très intéressante. Donc, le ministre de la Santé a présenté une nouvelle réglementation relative au Covid long. Et donc, avez-vous déjà eu une première évaluation et surtout, avez-vous été invité à y réfléchir? Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame de Salle. Je regarde encore dans la salle. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur Van Goetsenhoven, vous pouvez compléter. Oui, merci. Je pense que beaucoup de questions ont déjà été posées, à commencer par ma collègue Anne-Charlotte Durcel. Et enfin voilà, je suis évidemment très interpellé par tout ce qui a été dit et cela souligne évidemment la nécessité d'aborder ce Covid long de façon de façon approfondie et avec un regard neuf. Euh, je dois bien dire évidemment que l'intervention euh, du docteur Jamoul montre à l'évidence que le rôle du médecin généraliste, du médecin de famille, est évidemment fondamental pour identifier le problème, puisque un certain nombre de symptômes paraissent diffus, variés, et donc, selon vous, comment, comment évaluez-vous la capacité des médecins généralistes aujourd'hui d'aborder cette pathologie? Est-ce que aujourd'hui, la plupart des médecins, en tout cas selon la connaissance que vous en avez, sont aujourd'hui suffisamment armés pour aborder cette problématique et avec ses singularités, ses difficultés? euh, Dispose-t-il des moyens pour ensuite orienter le patient dans un processus dans un processus médical qui puisse être le mieux adapté? Est-ce qu'aujourd'hui les médecins jouent un rôle central en termes d'information publique? Existe-t-il, outre le médecin généraliste, des processus qui permettent effectivement de sensibiliser le public, de sensibiliser le corps médical à cette pathologie? Bref, quelles sont selon vous les étapes qui permettent évidemment de mieux pouvoir identifier la problématique? Parce que souvent, effectivement, c'est la redondance de symptômes comme des fatigues, comme des difficultés qui amènent, in fine, à pouvoir identifier quelque chose qui peut être passé sous les radars ou avoir été mal interprété pendant très longtemps. Ensuite, qu'est-ce que l'on sait des processus donc de soins en la matière? Est-ce qu'il est aujourd'hui on a parlé des jeunes publics, est-ce que l'on peut est-ce que l'on a le recul scientifique suffisant pour évaluer les conséquences à long terme sur le processus de vie, évidemment, et de développement cognitif des jeunes patients, ou est-ce que on peut craindre évidemment un certain nombre de dégâts, d'éléments irréversibles? Est-ce qu'on a aujourd'hui le recul
suffisant pour pouvoir identifier les conséquences à long terme, plus singulièrement pour le jeune public, puisque naturellement, il est à craindre qu'il soit donc pénalisé sur un plus long terme, sur les conséquences évidemment de l'autonomisation des études et des conséquences évidemment de la vie individuelle de chacun d'entre eux, ou est-ce que cela nécessite encore aujourd'hui des études et donc qu'il est malheureusement à craindre qu'un certain nombre d'éléments préoccupants puissent être révélés ultérieurement. Je vous remercie en tout cas pour votre présence et pour les éléments à la fois précis et puis tout à fait parlants que vous avez partagés avec nous. Merci beaucoup et nous en sommes ainsi arrivés au dernier intervenant. Je propose donc que nous revenions maintenant aux orateurs et je suggère que nous gardions le même ordre qu'au début. Donc, Madame Mignolet, vous pouvez commencer par les questions qui vous étaient adressées ou celles auxquelles vous estimez devoir répondre. Allez-y. Merci beaucoup pour vos différentes questions. Donc, moi, je vais surtout me concentrer sur les questions qui étaient en rapport avec la recherche. Alors, concernant la recherche sur les biomarqueurs, c'est là toute la problématique actuelle, c'est que le Covid long étant une maladie à multiples symptômes et à une très forte hétérogénéité chez les patients, il est essentiel d'identifier des biomarqueurs qui vont permettre de vraiment attester de la présence de la maladie et de deux, de savoir comment mieux orienter le traitement chez ces patients. À l'heure actuelle, il n'existe pas encore de biomarqueurs identifiés qui peuvent être utilisés dans le diagnostic de la maladie. C'est en cours de recherche, si je peux le dire comme ça. Ce qu'on sait pour l'instant avec la recherche, c'est que environ 60% des patients Covid long expriment une signature inflammatoire chronique. Donc là, on peut effectivement identifier des biomarqueurs en lien avec la réponse inflammatoire chez ces patients. Chez d'autres patients, il y a également la présence d'auto-anticorps, comme j'en ai parlé dans mon discours. Maintenant, la chose à faire, c'est vraiment d'identifier spécifiquement les auto-anticorps chez ces patients et vraiment attester de la pathogénicité de ceux-ci. Ça, c'est encore à prouver en recherche. Au niveau d'autres biomarqueurs, on sait qu'il y a certains patients qui présentent des biomarqueurs liés à des dommages du système nerveux et qui sont en général associés d'ailleurs à leurs symptômes cognitifs. Et enfin, comme on en a également parlé plus tôt, il y a chez certains patients Covid long la présence de protéines virales dans le sang, mais également de matériel génétique du virus dans le sang, ce qui pourrait également être utilisé comme biomarqueur. Voilà, ça, pour l'instant, c'est ce qui ressort de la recherche, ce qu'on arrive à identifier chez ces patients Covid long. Maintenant, vous dire que ce sont des biomarqueurs qu'on peut à l'heure actuelle utiliser, ça, c'est pas encore le cas. Il faut encore approfondir la recherche pour pouvoir le confirmer et plus tard pouvoir l'utiliser dans la pratique médicale. Concernant la recherche, effectivement, il est très important de la financer, que ce soit, comme je l'ai dit, la clinique ou la fondamentale, puisque pour la fondamentale, il faut nous permettre de pouvoir continuer à comprendre les mécanismes qui se déroulent chez ces patients. On a des pistes à l'heure actuelle. On sait que chez ces patients, on a des pistes de persistance virale, de dérégulation immunitaire, comme je l'ai présenté juste avant. Mais maintenant, il faut confirmer tout ça pour pouvoir ensuite identifier les biomarqueurs et donc mieux pouvoir diagnostiquer et soigner les patients. Concernant la recherche pour les financements publics, en Belgique, on a notamment le fonds FNRS qui existe. On a plusieurs fonds de recherche qui existent en Belgique. Pourquoi pas proposer un fonds spécifique pour financer la recherche du Covid long? Cette année, d'ailleurs, il y a eu un appel européen pour financer la recherche concernant les syndromes post-viraux. Mais ce serait également intéressant d'avoir ce genre d'appel à l'échelle nationale. Je regarde si j'ai un petit peu... oui, concernant la recherche Belgique et avec l'Europe, effectivement, donc j'ai mentionné la présence d'études à plus grande échelle qui avaient lieu donc aux États-Unis,
notamment. Et en Angleterre, en fait, on a des réseaux qui rassemblent des médecins, des chercheurs. Et ces réseaux, en fait, permettent une collaboration à différentes échelles. Et en fait, ce sont des réseaux qui sont financés déjà de un par l'État, si je ne dis pas de bêtises, et qui vont permettre de financer des recherches à la fois cliniques et fondamentales. Et donc, oui, voilà. Donc ça, c'est ce qui existe à l'heure actuelle à l'étranger et qu'on n'a pas encore chez nous. Je ne sais pas si j'ai répondu clairement à la question. Oui, oui, mais pas de l'ampleur des autres pays. Un réseau privé. Oui, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, si vous avez besoin d'autres informations supplémentaires. Je regarde. Alors, je vois ici, il y avait une question en rapport avec la guérison des patients. Il y a effectivement des patients qui guérissent du Covid long, mais ça ne concerne pas encore à l'heure actuelle tous les patients. On ne sait pas encore dire pourquoi certains guérissent et d'autres souffrent toujours de leur maladie des années après leur infection. Donc ça, je ne saurais pas encore apporter plus de précision à ce niveau-là parce que à l'heure actuelle, c'est encore une question qui se pose dans la recherche. Et alors, concernant les réseaux de recherche, comme j'ai mentionné, je trouve qu'il serait effectivement pertinent d'établir, pourquoi pas, une plateforme qui permettrait de réunir des médecins, des chercheurs et des patients pour permettre une meilleure collaboration à notre échelle nationale, même si à notre petite échelle, on arrive à faire quelques collaborations, mais ça serait intéressant d'avoir une collaboration à une échelle beaucoup plus importante, et non pourquoi pas via l'établissement de plateformes qui nous permettraient de contacter les personnes intéressées et donc de pouvoir établir des études à plus grande échelle également. Je pense que j'ai pu répondre à différentes questions concernant la recherche. Si ce n'est pas le cas, dites-moi. Je vais ajouter un petit point à ce que Margot vient de dire. Je fais le diagnostic avec ma tête. Comment ma tête fonctionne pour avoir un diagnostic de long Covid puisque je n'ai pas de test. Alors, je suis terminologue, j'ai fait un doctorat en terminologie il n'y a pas trop d'années et je me sers de ça. C'est-à-dire qu'il est rigoureusement impossible pour un être humain d'inventer les symptômes du long Covid. Quand vous avez quelqu'un qui vient et qui commence à raconter, si vous êtes extrêmement attentif et que vous notez les concepts qui sont évoqués, à partir d'un certain moment, ça perd tout à fait son sens médical et ça rentre dans la conceptualisation qui n'est que celle du long Covid. Alors j'ai dressé ma machine d'IA à analyser les interviews et je suis arrivé au concept de biomarqueur terminologique. Pourquoi est-ce qu'il faut que le sang des patients parle et pas les patients eux-mêmes? Pourquoi est-ce qu'en médecine, ce qu'un patient dit a une valeur nulle? Pourquoi est-ce que le patient, disant sa réalité et la disant d'une façon tellement approfondie, ne peut pas être cru? Voyez-vous? Pourquoi est-ce que la parole du patient n'a pas de valeur dans notre société médicale et qu'il est soumis comme ça à une espèce de loi que tous les patients sont des inventeurs, des carottiers, des gens qui cherchent à profiter, alors qu'ils sont dans une détresse épouvantable. Et donc, je développe pour le moment un biomarqueur terminologique avec plusieurs collègues universitaires pour essayer de retrouver dans les dossiers qui traînent dans les hôpitaux dont on ne fait rien parce qu'il n'y a pas de recherche sur les dossiers, tous les burn-out, de voir si ce ne sont pas des longs Covid. Vous voyez? Tous les enfants qu'on a fait rétrograder d'école, qu'on a envoyés à l'école spéciale parce que tout d'un coup ils ne suivaient plus en classe, et ce ne serait pas des longs Covid. Vous voyez? Mais pour faire ça, il faut plus qu'un pensionné. Ça me permet de rebondir sur la question de savoir pourquoi est-ce que les généralistes ne font rien. Eh bien, je ne peux faire que parce que je suis pensionné.
Moi, les clous de mon cercueil sont déjà payés. Ce n'est pas avec le long Covid que je peux gagner ma vie. Certainement pas. C'est pas à 35 € la consultation que je vais en faire, puisque consultation, actuellement, avec l'aide de l'intelligence artificielle, un patient long Covid me prend une demi-journée. Avant, c'était 3 jours. Vous connaissez, vous, un généraliste qui va faire ça? Moi, j'étais généraliste pendant 50 ans. J'ai fondé 3 maisons médicales. J'ai soigné les toxicomanes. Ben, les toxicomanes de maintenant, c'est les longs Covid. C'est pareil. Personne n'en veut, personne n'en parle. Invisible. Et tous les jeunes gens qui sont morts dans les années 90, 2000, parce qu'on a refusé l'aide, parce qu'on a fermé les yeux, c'est ce qui se passe maintenant. Et donc, moi, ça m'intéresse. Quand les patients sont abandonnés par le système de santé, ça m'intéresse. C'est que j'ai quelque chose à apprendre. Et c'est ce que j'ai fait. Et je dois dire que je ne dois pas compter sur l'INAMI. Est-ce que vous avez lu ce qui est marqué dans le texte Long Covid Belgique sur inami.be? C'est inimaginable. Nous sommes les coordinateurs de soins. Eh bien, la somme que l'INAMI nous alloue annuellement, c'est 22,50 € une fois par an. Et encore, seulement si on est titulaire du DMG. Alors, il faut arrêter de mettre dans vos têtes le généraliste au centre du monde, alors que dans vos poches de l'État, ce n'est qu'une poche trouée. Moi, j'ai vu mon métier se désagréger pendant 50 ans. Je peux faire de moins en moins de choses. Et la seule chose que c'est, bon, les jeunes gens gagnent bien leur vie maintenant. Mais on ne peut pas développer une compétence scientifique en ayant le même statut que le charcutier du coin. C'est comme ça. C'est comme ça depuis toujours. On a ici, dans notre pays, un système hérité du bismarckisme du 19e siècle, et ça n'a pas l'air de vouloir changer. Et j'ai fondé 3 maisons médicales, et je me suis cassé la gueule 3 fois. Ah ben maintenant, je suis redevenu un petit généraliste de quartier. Mais je fais de la recherche pour en tenir mon cerveau. Alors, si vous voulez vraiment que les généralistes s'occupent vraiment de quelque chose, mais il faut leur reconnaître leurs compétences, leurs capacités. Il faut organiser leur formation. C'est quand même incroyable que ça fait la 6e année que cette maladie est là, et il n'y a aucune formation. Ne croyez pas que les médecins spécialistes, ils connaissent quoi que ce soit. Les médecins spécialistes connaissent leur domaine parfaitement, c'est magnifique. Mais si le patient n'est pas dans leur domaine, il finit en psychiatrie. Je l'ai analysé, j'ai les chiffres pour 400 patients qui ont traversé le système de soins. J'ai même le nombre de kilomètres qu'ils ont fait pour aller d'un établissement à l'autre. La plupart des patients ont vu entre 10 et 12 institutions, entre 20 et 30 spécialistes et 0 diagnostic. Tout le monde travaille très très bien dans notre pays. Chacun fait son taf, comme disent les jeunes de maintenant. Le pneumologue va aller jusqu'à la pétismographie de nuit, le cardiologue va aller jusqu'à la coronarographie, le neurologue va aller jusqu'à l'enregistrement de 24 heures, le gastroentérologue va regarder dans tous les trous, personne ne trouve rien, et ça se termine en psychiatrie avec burn-out ou dépression. Au mieux, je ne sais pas. Il y a même des médecins qui osent dire je ne sais pas. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout dans notre médecine technologisée. On a investi dans la technique, on n'a pas investi dans l'anthropologie. Je pense que le long Covid nous révèle un système qui est défaillant. Pas des gens, les humains, ils travaillent bien, tous ces médecins travaillent très très bien. Mais ils travaillent dans une structure, dans une conception de la médecine qui est tout à fait défaillante, qui est un héritage du passé, qui est l'objet de luttes intestines invraisemblables, qui est l'objet d'une marchandisation incroyable, qui est l'objet de tractations politiques à n'en plus finir. Nous, on a vu se développer les hôpitaux partout, partout. Est-ce qu'on a mis en place des structures pour aider les généralistes équivalentes à celles des hôpitaux? Non. Alors moi, je termine ma carrière en beauté, en faisant de la recherche. Et parce que j'ai pas besoin des 30 € que le patient me demande. Mais aucun généraliste
ne viendra se porter candidat à travailler dans les conditions qui sont nécessaires pour qu'un patient long Covid soit entendu et écouté et soigné. Parce qu'il n'y a pas de traitement. Il va venir, on en est sûr. 1 an, 2 ans peut-être. On va identifier le virus, on va trouver l'antiviral. Mais un traitement, ça n'est pas un médicament. Un traitement, c'est recevoir les gens, les écouter, écrire leur histoire, les reconnaître, leur donner le droit de pleurer. Ça, c'est le début du traitement. Après, si en prime, on a un médicament qui soigne, ah ben tant mieux. Ah ben tant mieux, comme la sclérose en plaques. Vous savez, là, moi j'ai connu le début de la sclérose en plaques. C'était pareil. Maintenant, il y a des médicaments. Mais soigner les gens, ça n'est pas forcément leur donner des médicaments. C'est leur donner de l'écoute, du temps, de la parole. Écouter leurs paroles, reproduire ce qu'ils disent, comprendre les interactions. Comprendre qu'une maman n'en peut plus parce qu'elle ne peut plus jouer avec ses enfants. Entendre les enfants qui disent « Mais maman ne joue plus avec nous. Elle n'est plus comme avant. Papa ne sait plus faire tout ce qu'il faisait avant. » C'est ça qu'ils disent les enfants. J'en ai eu 2 la semaine passée par visio. Il faudra quand même dire à l'INAMI qu'il serait temps de rembourser la visio, hein, parce que je peux pas rembourser la visio. Et comme il y a des gamins, un gamin qui ne va plus à l'école du tout, il reste à la maison, il ne fait rien. Il ne fait rien du tout. Il ne fait rien du tout. La petite de 16 ans que j'ai vue la semaine passée, elle n'a plus de milieu social, plus rien, elle n'apprend plus rien, elle n'a plus de mémoire. Et donc, elle n'a pas de futur. Je vous ai donné un livre, monsieur. Sur ce livre, il y a une photographie. La photographie est prise par une jeune femme qui est une de mes patientes, qui voulait devenir photographe, mais qui n'a pas terminé ses études secondaires et qui a quand même pris son appareil photo pour montrer à quel point elle était en détresse. Alors ces jeunes gens, ils n'existent tout simplement pas. S'ils ont une famille avec un peu de biens, ils peuvent être soutenus. Mais moi, je travaille dans une population, on va dire pudiquement low cost. Quand vous travaillez en low cost, il n'y a pas de marge. Et donc, quand le gamin, d'abord, il n'allait plus à l'école parce qu'il s'appelle Abdelkader et qu'il comprenait rien, et qu'il était apprenti, puis après le long Covid, maintenant, il n'existe tout simplement pas. Il est où? À la CPAS. Et je fais les certificats. Et qui va l'aider? Personne. Ça, c'est la réalité du quotidien que moi, je vis. Bon, je travaille pas à Avenue Louise, mais je travaille au cœur de Charleroi. Vous voyez, on ne peut pas appliquer des solutions toutes faites comme ça parce qu'on a des idées sur notre système de santé fonctionne très très bien. Fantastique, on m'a mis un stent, je suis toujours là pour le dire. Mais si vous n'êtes pas dans les clous, vous n'existez pas. Et là, on a un problème. Alors, commencez par la formation, soutenez la recherche. Ce sont les 2 éléments importants. Et donnez un budget sérieux aux médecins généralistes pour qu'ils s'occupent de quelque chose d'autre que de prescrire des médicaments que les autres ont inventés. Je pense qu'il y a une démarche fondamentale qui est de reconnaître les patients et reconnaître que leur médecin a une valeur et que cette valeur, elle s'exprime. Moi, je pense que je vaux ce que vaut un informaticien de haut niveau. Un informaticien de haut niveau, c'est 800 € par jour. Et je vais passer une demi-journée à 35 €, ça ne va pas, madame. Personne ne fera ça. Et donc, je ne suis pas reproductible. Ça, je sais depuis toujours. Mais ça n'est rien. Je vous explique comment ça fonctionne pour que vous ayez l'occasion de penser comment ça pourrait changer. Il m'est impossible de répondre à toutes les questions que j'ai entendues. C'est un livre de plus à écrire. Mais voilà, c'est une position générale je veux dire, turn your mind, changez votre esprit. Ne voyez pas la maladie comme quelque chose qui se solutionne avec un produit. La maladie, elle vit avec nous. Ces gens, j'en ai un guéri, et puis 3 mois plus tard, il me dit, Marc, ça, c'est revenu. Ah j'en ai plus de guéri. Hein. Je pense, moi, profondément que ça doit être un truc comme la CEP. Ma femme a une sclérose en plaques, donc je sais.
la CEP, ça doit être aussi un virus. Et grâce au progrès fait en multiomique et fait par des gens aussi exceptionnels que Margot, un jour on saura quel virus, la CEP, et on pourra la prévenir. Mais comme on fait maintenant, on ne saura jamais rien du tout. Parce que le long Covid, c'est probablement le virus. On va découvrir comment le mater et on fera comme l'hépatite C, comme l'hépatite B, comme le sida. Dans combien de temps, je ne sais pas. Mais en attendant, il faut secourir les gens. Ce n'est pas le traitement qui doit nous guider. C'est aider les personnes, les entendre, leur donner un droit, le droit du patient. Moi, je fais que ça toute la journée. Vous connaissez le concept de patient advocacy? Patient advocacy, c'est écrire au médecin du SPF, parce que sinon il va me mettre à l'ordre, mais qu'il s'est probablement trompé en ne lisant pas mon rapport, parce que je n'ai pas un chapeau pointu de spécialiste. Je lui ai fait un rapport de 3 pages qui décrit une situation catastrophique où la personne ne sait pas aller à son boulot parce qu'elle n'a pas de carte d'handicapé et qu'il lui refuse. Parce que personne n'a pensé qu'il fallait former les médecins experts. Si vous me laissez parler, je suis encore là demain. Je crois que je vais m'arrêter. Nous allons peut-être en rester là pour l'instant et voir s'il y aura une suite. Madame Morels, je vous laisse le mot de la fin, ou du moins le mot de la fin provisoire. Nous verrons bien. Merci beaucoup. Je vais encore me concentrer brièvement sur le besoin en matière de recherche. Je pense qu'il est surtout très important d'avoir des études longitudinales où les patients ou les personnes atteintes de Covid long peuvent vraiment être suivis sur le long terme. Cela manque très souvent dans la recherche et d'un autre côté, il est très important que, outre les adultes, les enfants soient également inclus dans ces études, ce qui manque aussi complètement à l'heure actuelle. Ensuite, c'est aussi le cas quand on fait des études chez les enfants. La suggestion qui a été faite, il est en effet possible de lier parfois différentes sources de données, surtout quand il s'agit d'enfants, mais il est alors important de prendre aussi en compte sur le plan de la vie privée qu'il est aussi parfois plus difficile de mener à bien de telles recherches. Donc cela peut aussi causer un peu de retard supplémentaire, bien sûr. Par ailleurs, il est également important que lorsque les recherches sont menées, nous nous concentrions aussi, outre les coûts des soins de santé pour tous ces patients, sur les coûts indirects des soins de santé et l'absentéisme au travail. Et que dans ces recherches, si les études sont longitudinales, on s'intéresse aussi vraiment au rétablissement de ces personnes, à la réintégration professionnelle, à une éventuelle reprise du travail à temps partiel ou à mi-temps ou à 20% de ces personnes. Pour l'instant, c'est encore très difficile dans les études de donner des informations là-dessus. Donc cela me semble aussi très important. D'un autre côté, concrètement, pour les soins et le suivi de ces patients, les soins interdisciplinaires restent nécessaires et cruciaux. Et en Belgique, on peut encore beaucoup s'améliorer sur ce point. Il est donc aussi très important que sur le plan budgétaire, un budget supplémentaire soit débloqué pour stimuler spécifiquement pour le Covid long beaucoup plus de collaboration entre les prestataires de soins et entre les chercheurs et les prestataires de soins. Par ailleurs, je voudrais encore ajouter concernant la question du trajet de soins. Il est en effet exact que les critères d'inclusion ont également été modifiés au fil du temps et que, par exemple, les enfants ne sont actuellement pas du tout repris dans les critères d'inclusion pour le trajet de soins. Donc là aussi, où par exemple les consultations chez les pédiatres ne sont actuellement pas du tout reprises, donc là aussi, il est important qu'il y ait certainement une évaluation ou une réévaluation du trajet de soins, tant pour les adultes que pour l'inclusion des enfants. Je voudrais peut-être encore expliquer brièvement concernant ces chiffres de prévalence que les femmes sont toujours plus durement touchées. C'est le cas dans toutes les études internationales. Le Covid long est beaucoup plus fréquent chez les femmes que chez les hommes et l'une des raisons principales est surtout liée au fonctionnement hormonal. Et d'un autre côté, il y a aussi un lien clair déjà établi dans diverses recherches avec le fait que les femmes sont plus sujettes aux maladies auto-immunes par rapport aux hommes. Donc là aussi, ce lien est déjà fait. Et par ailleurs, c'est aussi le cas quand les gens ont un Covid long, souvent la gestion de l'énergie et le fait de composer avec le peu d'énergie que ces personnes ont,
qu'il s'avère alors souvent aussi que, par exemple, pour les femmes atteintes de Covid long, il est beaucoup plus difficile pour elles de trouver un équilibre clair entre, par exemple, le travail et la famille quand il y a déjà un niveau d'énergie très bas chez ces personnes. Je pense ou j'espère avoir ainsi répondu aux questions les plus importantes et merci à vous. Merci beaucoup, Madame Morel. Je pense que la plupart des questions ont trouvé réponse. Je regarde quand même encore dans la salle s'il reste des points pertinents en suspens. Apparemment, non. Je tiens alors à remercier les intervenants pour leur présence et leur contribution à nos auditions. Nous poursuivrons nos auditions en juin avec d'autres intervenants afin de souligner l'importance multidisciplinaire du Covid long.